maintenant de football féminin. La Coupe du Monde s'est terminée. Je vais appeler avec nous sur cette estrade Hamida Moussaoui pour commencer. Femme forte, mais très discrète du football féminin en France. Elle a cofondé avec Sarah Abdel la Passe D. C'est une association dont on parlera dans quelques instants qui accompagne les jeunes footballeuses sur le développement de leurs projets professionnels. Ce sera intéressant de parler de ça et des métiers du sport pour les hommes et pour les femmes aussi. Pauline Lemouelik va nous accompagner aussi pour parler de football. Créatrice d'association Graines de footballeuses. Et on va parler de football dès le plus jeune âge pour les filles, avec l'idée que toutes les petites filles peuvent jouer au foot dès le plus jeune âge. Ce serait intéressant de voir comment ça peut entrer dans les têtes et à l'avenir faire évoluer pas mal de choses. Et puis Antoine Ferreira du Paris Football Club aussi. Antoine, merci d'être avec nous. Recrutement de la section féminine du PFC. Vous êtes passé par le PSG aussi. On aura peut-être l'occasion de parler des différences de point de vue, des différences de méthode et des évolutions pour l'avenir. Et vous avez aussi travaillé en tant qu'éducateur, en tant que coach dans toutes les catégories d'âge, chez les garçons et chez les filles, dans des clubs de région parisienne. Le plus beau club. Normalement, c'est le Racing, le plus beau club, si on doit bien terminer la phrase. On en parlera évidemment. D'abord, on a terminé la Coupe du Monde féminine et j'ai envie d'échanger avec toutes les deux, Hamida et Pauline. Quel enseignement, au singulier ou au pluriel, vous tirez de cette campagne océanienne? C'était loin, on a suivi tout ça. Quelle conclusion vous pouvez tirer de ce qui s'est passé dans cette compétition sportivement et puis en France aussi au niveau des retombées? Non. Ah, bien, je vais dire. Première conclusion, je dirais qu'en fait, il y a juste à regarder le nombre de téléspectateurs. Il y a eu énormément de personnes qui ont suivi cette Coupe du Monde. Donc déjà, l'idée que le football féminin n'intéresse pas assez, je pense que c'est une fausse idée. Ça intéresse vraiment. Donc je pense qu'il y a déjà ça à comprendre. Et moi, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que, en fait, si on a envie de développer réellement le football féminin, il faut monter dans le train, en fait. Il faut arrêter de se dire qu'on a vraiment progressé, on a avancé depuis quelques années, c'est bien, mais il y a encore tellement de choses à faire. Il ne faut pas se voiler la face, en fait. Il ne faut pas dire qu'on fait déjà assez, parce qu'en fait, on ne fait pas du tout assez, qu'il y a des choses à faire, que d'autres pays ont pris le train, et qu'en fait, il faut prendre ce train aussi, quoi. Et donc ça veut dire qu'il faut investir, il faut mettre les moyens, et il faut y aller, il faut arrêter de se voiler la face en se disant qu'on est déjà arrivé là où on voulait être, tout simplement, je pense. J'ai deux questions, ça va peut-être vous embêter. La première, c'est est-ce que vous ne pensez pas que les résultats de l'équipe de France peuvent aider? L'équipe de France n'a jamais rien gagné au football féminin, alors qu'elle est très très attendue, et l'autre, elle arrive avec l'équipe de France. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'on ne parle pas de football féminin seulement quand il y a l'équipe de France? Et est-ce que c'est pas ça, finalement, qui est peut-être le plus dommage? Est-ce que tu veux que je réponde ou tu veux répondre? Non, on est pour toi. Ok. Première question, bien sûr, quand on a une nation qui gagne des titres, des grandes compétitions, c'est sûr que ça pousse. Donc effectivement, sur la dimension inspirationnelle, c'est vrai que si à un moment on est amené à gagner une Coupe du Monde, bien évidemment, ça va aussi peut-être faire rêver plus de jeunes filles. C'est sûr que ça influe beaucoup. Mais le deuxième point, est-ce que tu peux me rappeler la deuxième question? Est-ce que c'est pas dommage qu'on ne parle de football féminin que quand il y a l'équipe de France qui joue les Jeux Olympiques, l'Euro ou la Coupe du Monde? Clairement. Même nous, en tant qu'association, on l'a vu sur les sollicitations qu'on a eues. On a eu beaucoup de sollicitations médias à ce moment-là. Tout le monde s'y est intéressé parce que c'était le sujet du moment. C'est très bien, mais au final, le football féminin, il faut en parler tout le temps. C'est pas que pendant la Coupe du Monde. Et je pense que c'est une préoccupation vraiment qu'il faut se mettre dans l'agenda, dans les premières choses à faire. Et en fait, c'est marrant, c'est ce qu'on s'est dit direct. En tout cas, nous, dans l'asso, on s'est dit, waouh, il y a beaucoup de monde qui veulent venir nous voir. Et après? Et après, plus rien. C'est bizarre parce qu'on n'en parle plus, on n'en parle pas. Et je pense que voilà, il y a encore, en fait, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ne plus se voiler la face, se dire qu'il y a un vrai truc à faire. Et je le dis et le redis, cesser de voir le football féminin juste comme quelque chose de purement sportif. Ça va au-delà du sport. C'est un sujet qui est sociétal, c'est une cause qui est sociétale, et de se dire que les femmes, les jeunes filles, elles ont tout autant leur place sur un terrain de foot
sur tous les autres terrains aussi que les hommes. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas juste prendre le football féminin comme une chose extérieure au reste, mais plutôt traiter le sujet globalement dans la société. Sur la pratique, d'abord, des filles au football, ça commence dès le plus jeune âge. Antoine parlera de recrutement après, mais les filles commencent à jouer au foot très tôt. Il faut peut-être sortir de cette idée que dans la cour de récréation, les filles ne jouent pas au foot, puisque si elles jouent au foot, Antoine, dans l'évolution, dans ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez noté principalement? Alors déjà, avant toute chose, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'au long des années, depuis que je suis dans le football féminin, donc là ça va faire plus de 10 ans déjà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a énormément changé. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes filles jouer au football. Alors, c'est pas forcément toujours le cas avec des équipes féminines, parce qu'elles ont la possibilité aussi de jouer en mixité au sein de leur club. Mais une réalité, c'est ça, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui aiment le football, qui jouent au football, qui demandent à jouer au football, parce qu'il y a aussi cette question-là. Aujourd'hui, c'est pas forcément naturel, enfin surtout naturellement ancré dans la tête des gens, et notamment des parents. Ça vient aussi d'une demande de la jeune fille de jouer au football. Et aujourd'hui, on le remarque, puisqu'il y a aussi de plus en plus de jeunes filles. Il y a une plus grande quantité de filles qui jouent au football dans toutes les catégories dès le plus jeune âge. Vous le voyez arriver, ça, Pauline, les filles, dès les premiers pas, qui veulent jouer au football? Oui, exactement. Il y en a beaucoup. Alors nous, il y a 2 ans, avec l'asso, on a lancé le baby foot féminin. Et en fait, on s'est dit que justement, pour limiter l'intériorisation des préjugés discriminants, qui se fait tout au long d'une vie de jeune fille et de femme, en fait, et qui l'empêche d'investir tous les terrains au sens large, il fallait lui montrer dès le plus jeune âge que c'était ok, en fait, de jouer au foot. Et en illustration, en fait, on a lancé le baby foot à Porte de Saint-Ouen dans le 17e. Et maintenant, on a 5 séances dans Paris, en simultané, et en fait je pense qu'il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de filles qui pourraient jouer au foot. Et on se rend compte qu'en leur proposant à 4 ans, voire même parfois 3 ans et demi, on en a, qu'elles peuvent jouer au foot en leur montrant, en fait plus jamais elles vont se poser la question de savoir si c'est ok ou si c'est pas ok. Et donc elles vont le faire. Et aussi de montrer qu'on peut faire ça au même titre que le baby gym ou les sports qu'on peut faire dès le plus jeune âge. Ça change aussi les préjugés que peuvent avoir les parents sur ce sport-là. Donc c'est pas une question de... Ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est pas une question de demande, c'est une question d'offre. Donc faut plus voir ce truc de ce côté-là. Amida, on va parler avec vous tout à l'heure de votre association qui aide dans l'accompagnement professionnel, mais là on est encore avec les plus petites, les plus jeunes. On va parler de cette pratique et de cette offre. La demande peut-être, mais l'offre, est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une prise de conscience pour offrir un petit peu plus? Vous connaissez bien le football féminin à tous les âges, et comment voyez-vous cette pratique avec les personnes que vous croisez? Moi je pense qu'aujourd'hui l'offre elle est encore pas assez suffisante. Quand on va dans certaines petites villes, que ce soit dans les entre guillemets, les campagnes ou même un peu plus éloigné en Ile-de-France, tous les clubs n'ont pas d'équipe féminine, et quand elles en ont, ça va être uniquement une équipe senior, et donc du coup jusqu'à 16 ans ou 17 ans, on ne fait pas de foot en club en fait. Donc c'est ça qui aussi freine un petit peu la progression du foot féminin, je pense. Et aujourd'hui, Pauline a très bien dit, le problème c'est l'offre. Parce que la demande, il y en a énormément. Il y en a qui jouent au foot quand même entre 6-12 ans, voire un petit peu plus. Quand on préparait cet échange avec vous, Antoine, on a beaucoup parlé de ce sentiment d'appartenance des joueuses féminines à leur club, à leur équipe. Chez les garçons, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de transfert, de changement de club, de mobilité, pas de transfert, mais de mobilité. Chez les filles, c'est beaucoup plus dans le long terme qu'on s'inscrit quand on est dans un club de foot. Oui, c'est clair. Nous, aujourd'hui, on le remarque beaucoup dans le recrutement. C'est plus difficile, alors, pour le coup, pour avoir déjà touché un petit peu aux deux, foot masculin, foot féminin, c'est un petit peu difficile en tant que club professionnel de réussir à attirer une jeune fille qu'un jeune homme. Le jeune garçon, je ne dis pas qu'il n'est pas attaché à son club, mais aujourd'hui, il sait, à partir du moment où il a un minimum de talent dans les pieds, il sait ce qui peut arriver derrière. Une jeune fille, elle a ce sentiment d'appartenance à un club, à un projet. Enfin, normalement, si tout va bien, elle l'a. Et qui est renforcé d'année en année et qui aujourd'hui est... Je ne dis pas que c'est difficile de le combattre, parce qu'il ne faut pas le combattre,
Mais aujourd'hui, je sais que voilà, pour attirer nous une jeune fille au sein du Paris FC, c'est plus compliqué que d'attirer un jeune garçon. Donc c'est également un point positif aujourd'hui qu'il y a dans le foot féminin, ce besoin d'appartenance. Aujourd'hui, c'est vrai que après, ça a ses avantages et ses inconvénients, puisqu'après aussi, on remarque aussi plus dans le foot féminin que dans le foot masculin, parfois des moments où, comme on l'a dit, il y a des clubs qui n'ont plus forcément cette capacité de proposer une offre adéquate à une section féminine, des équipes qui s'arrêtent, et donc toute une équipe qui part ensemble dans un autre club, dans un club voisin, et c'est quelque chose qui, je ne dis pas est récurrent aujourd'hui dans le foot féminin, mais qui se voit encore de manière assez générale. Comment on recrute? On va passer à l'âge un petit peu plus grand, hein, on va aller dans le recrutement entre 12 et 16 ans. Comment on organise les détections en Ile-de-France quand on est un club comme le PFC? Et est-ce qu'on se concentre à l'Ile-de-France alors, à cet âge-là? Alors, nous aujourd'hui, après ça dépend toujours de l'âge, là ça c'est on est entre 12 et 16 ans. Voilà, nous aujourd'hui entre 12 et 16 ans, de toute façon, on est clairement concentré sur l'Île-de-France déjà par rapport à une politique club. Et ça, ce n'est pas que chez les filles, c'est chez les garçons. Aujourd'hui au Paris FC, on a la volonté d'être le club parisien au niveau de la formation. Et aujourd'hui, de par le vivier, tout le talent qu'il y a aujourd'hui dans le bassin parisien, on se doit aujourd'hui d'être présent sur tous les fronts, donc que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Aujourd'hui, les détections, et je vais parler notamment pour la section féminine, nous on a la particularité d'avoir mis en place un système assez différent la semaine dernière au niveau des détections, où en fait nous, au lieu de demander aux jeunes filles de venir à nous et de se montrer au Paris FC, en fait on est allé directement à elles. Donc c'est-à-dire qu'on a sélectionné différents clubs amateurs dans l'Île-de-France, répartis de manière rationnelle, et on a créé des journées de détection directement là-bas, avec inscription libre, mais évidemment on avance de façon à ce qu'on puisse nous s'adapter par rapport au nombre de terrains, au nombre d'éducateurs disponibles. Et donc voilà, on a organisé un total de 6 détections dans toute l'Île-de-France, sur différentes catégories d'âge. Et de ces détections-là, on sortait du coup les meilleurs profils, qui elles étaient reconvoquées une seconde fois au courant de l'année, donc c'était 2 mois après, donc au courant avril, au centre d'entraînement à Orly, donc là où s'entraîne l'équipe professionnelle, où là on a fait comme une sorte de détection All-Star, on a revu toutes les meilleures joueuses, et de là on a pu également sélectionner les joueuses qui pouvaient nous intéresser. Pauline, c'est ce qui devrait arriver partout, pas seulement au PFC. On voit une organisation, il y a une vraie prise de conscience. Vous l'aviez dit tout à l'heure, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas attendre la Coupe du Monde féminine, il ne faut pas parler de la demande, il faut parler de l'offre. C'est l'exemple à suivre, le PFC, pour vous? Oui, je pense que c'est un des exemples à suivre, le PFC. Oui, c'est un des exemples à suivre. Et moi, j'ai un attachement particulier pour le PFC aussi, pour sa, entre guillemets, j'appelle ça stratégie, mais sa stratégie globale concernant le football féminin. En fait, le PFC, pour être honnête, crée des liens quand même, je trouve, avec les acteurs locaux et permet aussi aux jeunes filles de pouvoir s'identifier à des futures joueuses professionnelles ou même d'avoir un accès assez simplifié à l'information. Parce qu'en fait, j'insiste là-dessus, il y a une espèce d'asymétrie d'information entre une jeune fille dont les parents ne peuvent pas avoir toutes les informations sur les détections, je vais même aller plus loin, il y a des pôles, il y a des sections sportives, voilà, il y a des détections, mais en fait il y a des filles qui malheureusement ne sont pas accompagnées là-dessus, et donc elles n'ont pas accès à cette information, là où par exemple des garçons auraient beaucoup plus des informations rapidement. Et en fait, une jeune fille, elle n'est pas accompagnée parce qu'il n'y a pas toutes les ressources, il n'y a pas tout ça. Et donc, heureusement qu'il y a des clubs comme le PFC qui organisent ce type de rencontres et puis qui créent aussi des liens, je le disais, avec les acteurs locaux, parce que nous, le PFC se rapproche régulièrement, en tout cas, de l'association pour qu'on puisse, par exemple, emmener les filles à des matchs, voir les joueuses pro, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment créer un pont entre le football professionnel et aussi les acteurs du territoire, où c'est super important pour moi, vraiment le PFC. Ouais. Antoine, quand il y a eu la préparation de ces rencontres, de ces tables rondes, tu as évoqué les capacités cognitives des joueuses. Quand tu parles de recrutement, de travail autour des joueuses, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Les capacités cognitives, ça englobe énormément de choses. C'est presque tout ce qui est invisible d'une certaine manière. Ça peut passer déjà de par le dialogue qu'on va avoir avec la joueuse, avec sa famille. Déjà, Est-ce qu'on fait plus attention à ça chez les filles que chez les garçons? Plus attention, c'est difficile à dire. Moi, je pense que ça dépend toujours de toute façon de la politique du club. Il y a des clubs, enfin des sections féminines de clubs qui aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles ne donnent pas d'importance à ça, mais
Mais c'est comme chez les garçons, il y a des clubs qui donnent énormément d'importance à cet aspect-là. Donc je ne suis pas forcément sûr que ce soit qu'il y ait une comparaison entre football masculin et football féminin sur cet aspect. Nous, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous, on a décidé de suivre. Donc d'avoir déjà, premièrement, ce relationnel avec la joueuse et avec son entourage, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que mine de rien, même si le football féminin continue de grandir, on est quand même face à certains cas où il y a entre guillemets des parasites, comme il y en a aussi de temps en temps dans le football féminin. Donc on fait aussi attention à ça. Et puis il y a la capacité cognitive d'un point de vue football. C'est-à-dire que nous, on a un échange notamment avec les éducateurs. Donc c'est-à-dire on cherche à savoir comment la fille allait au sein du groupe. Et également par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc tout ce qui concerne la compréhension du jeu. Savoir maîtriser un ballon, savoir dribbler une joueuse, tout ça. C'est des choses que l'on voit très rapidement. Savoir courir vite, c'est quelque chose qu'on voit très rapidement. Maintenant, ce que nous, on veut savoir, c'est quelle est sa compréhension, justement, du jeu. Un point important aussi, et la France a essayé de réfléchir à ça, il y a d'autres pays qui sont en avance sur plein de domaines par rapport à la France. Est-ce que la France a fait des progrès dans la gestion, à cet âge-là, chez les filles, chez les jeunes filles, chez les jeunes femmes, des règles, des menstruations, qui est un point très important dans la pratique et dans la gestion de ces moments-là chez les filles? Pauline ou Antoine, qui est concerné peut-être un petit peu plus au quotidien, si vous avez des points qui vous marquent. Nous, on le voit assez régulièrement. On organise des stages pendant les vacances scolaires à des filles qui ne sont pas forcément, pour des filles qui ne sont pas forcément en club. Et en fait, un des plus gros freins pour les adolescentes d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de relais en club pour évoquer tous ces sujets. Parce qu'en fait, pour elles, ce sont des sujets qui sont complètement tabous et elles ne trouvent aucun relais. Donc ça passe aussi par la formation des encadrants. Est-ce que les encadrants et encadrantes ont la possibilité d'évoquer tous ces sujets-là, ont l'envie? J'en reviens aussi à l'envie, parce que la quantité c'est bien, la qualité c'est mieux. Donc il faut qu'on crée des sections féminines, c'est très bien, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes en capacité d'accueillir les publics dans ces sections féminines et des personnes qui aient réellement envie d'évoquer ces sujets, parce que c'est des vrais, c'est des vrais sujets, et malheureusement les jeunes filles n'ont pas de relais de parole et parfois préfèrent rester à la maison. Malheureusement, ils se privent d'une de leurs passions, donc c'est très important. Mais ça évolue. Je crois ça évolue. Antoine va pouvoir nous dire encore un point sur lequel le PFC avance. C'est intéressant parce que justement, c'est un domaine dans lequel le Paris FC a évolué cet été. Avec la professionnalisation justement de la DRKEMA, il y avait des différents critères que tous les clubs de DRKEMA doivent remplir depuis cette saison en termes notamment de compétences dans le staff, et on a rajouté une compétence qui n'était pas forcément nécessaire aux yeux de la Fédé. Donc c'est pour ça que je vais avoir peut-être du mal à dire qu'on évolue en France à ce niveau-là, et que mine de rien, progressivement, il y a peut-être une prise de conscience de certains clubs, dont le Paris FC. Et depuis cet été, on a du coup nommé une sport scientist, donc une scientifique du sport, qui est spécialisée en fait dans tout ce qui est menstruation, qui aujourd'hui accompagne toutes les joueuses professionnelles du Paris FC dans ce domaine, sachant qu'encore une fois, on était totalement conscient que ça restait, comme le disait très bien Pauline, un sujet tabou. Donc aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ait été nommée, les joueuses avaient la possibilité de ne pas travailler avec cette personne. Aujourd'hui, toutes les joueuses ont adhéré, sont accompagnées. On le voit également au quotidien sur la gestion de certaines joueuses par rapport à ces périodes-là qui peuvent être aussi un petit peu différentes et plus compliquées pour les filles. En tout cas, aujourd'hui, voilà, pour le Paris FC, il y a eu un changement cet été à ce niveau. Amida, on avance encore dans l'âge des joueuses et de la pratique. À quel âge, le plus fréquemment, vous avez des joueuses qui vous sollicitent par rapport à leur parcours professionnel, à leur idée, leur envie, leurs rêves aussi, sur des métiers, sur des activités professionnelles? À quel âge vous commencez à être sollicité? Je rappelle que la PASD, l'association que vous avez cofondée avec Sarah Boudaoud, s'occupe d'accompagner les jeunes footballeuses dans leurs projets professionnels, dans les métiers du sport notamment. Tout à fait. Alors nous, on est sollicité, on va dire, à partir de l'âge de 14 ans. Là, les jeunes filles commencent à prendre conscience de l'aspect professionnel, parce qu'elles comprennent que devenir footballeuse professionnelle, ça pas pour tout le monde, et qu'il y a forcément parfois des choses de la vie qui vont faire qu'elles ne vont pas forcément percer dans le football. Donc elles ont cette réactivité et elles se posent des questions sur les métiers du football.
Parce qu'avoir aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de rôle modèle dans les métiers du foot en tant que femme. Il y en a très peu et justement, elles se tournent vers nous parce qu'elles veulent justement rencontrer des actrices du football. Et aujourd'hui, nous aussi, on a ce rôle où notre but, c'est de leur faire comprendre qu'elles peuvent aujourd'hui être des jeunes filles issues de quartiers populaires ou non, peuvent être coach, nutritionniste. On a l'exemple d'une des jeunes filles qu'on accompagne qui, quand elle arrivait, elle voulait être coiffeuse. Et à la fin des 6 mois d'accompagnement, elle a rencontré la nutritionniste du LOSC. Aujourd'hui, elle veut devenir nutritionniste dans le football. Alors vous êtes modeste, Hamida, je vais tout dire parce que je n'ai pas terminé la présentation. Il y a très peu de femmes dans les métiers du sport, dans les métiers du football aujourd'hui, notamment au plus haut niveau, mais on en croise quelques-unes, notamment Hamida. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, Hamida, en plus de l'association Impasse D? Alors je suis créatrice de contenu pour le LOSC, le club de la ville de Lille, 5e de Ligue 1 je crois en ce moment. Donc je m'occupe de toute la création de contenu pour l'équipe professionnelle. En gros, je fais les déplacements avec eux, je organise des médias days, je crée beaucoup de contenu notamment pour TikTok. Et voilà, donc je suis au quotidien avec les joueurs de l'équipe pro. Est-ce que vous auriez aimé être accompagné dans votre formation par quelqu'un pour votre parcours dans les métiers du sport? Oui, je pense que ça m'aurait permis de perdre moins de temps. Comment on accompagne les jeunes joueuses aux différents âges dans leur parcours professionnel, dans leur projet professionnel? En gros, là, ils sont en contact avec des actrices et des acteurs du football. On se forme pas uniquement aux femmes. Par exemple, elles ont rencontré Anne-Laure Bonnet, elles ont rencontré des personnes qui travaillent chez Meta, elles ont rencontré des personnes à la FFF. Donc la première étape, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a énormément de métiers dans le football. La deuxième, c'est de leur expliquer un petit peu comment elles peuvent y arriver scolairement parlant. Et ensuite, on les accompagne pendant 6 mois et même un peu plus, pour qu'elles puissent après faire leur choix scolaire pour atteindre ce métier-là. En ce qui concerne les métiers du sport, notamment les métiers du football, est-ce qu'elles se brident, est-ce qu'elles se restreignent à des projets, à des ambitions, ou est-ce qu'au contraire, elles vont plus loin sans se poser de limites? Alors, au début, les jeunes filles qu'on a accompagnées, elles étaient énormément bridées, parce que malheureusement, dans leur environnement, il n'y a pas énormément de rôle modèle ou de personnes qui travaillent dans les métiers du football. Et à force justement de voir des femmes qui travaillent dedans, elles se disent en fait moi aussi c'est possible. Et c'est aussi nous ce qu'on veut leur faire comprendre, c'est que en fait tout est possible, il n'y a aucune limite. Après c'est peut-être bateau de dire ça, mais c'est une réalité, c'est que quand on travaille et que quand on a la dalle entre guillemets, on peut arriver à certains métiers. Et je prenais l'exemple de Bintou qui veut être nutritionniste, on en a une autre qui veut devenir architecte, mais pour construire des stades. Alors que quand elle est arrivée, honnêtement, elle n'avait pas de grandes idées comme métier. Et après cet accompagnement, on a réussi à lui faire prendre conscience de ça. Vous avez créé un profilage, vous, au PFC, pour accompagner les joueuses en dehors du terrain. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, Antoine? Alors, nous déjà, ça dépend de la catégorie d'âge. C'est chez les plus grandes. On va aller sur les plus de 18 ans. Oui, nous chez les plus grandes, aujourd'hui, on a la particularité d'être un des clubs qui pousse ce qu'on appelle le double projet. Donc aujourd'hui, on est également conscient que pas toutes les joueuses peuvent vivre à 100% du football. Alors c'est pas forcément totalement le cas au Paris AC, mais on est conscient qu'il y a pas mal de joueuses encore chez nous qui, malgré le fait qu'elles pourraient faire que du football, aujourd'hui elles souhaitent avoir quelque chose à côté pour leur épanouissement personnel. Donc aujourd'hui on a notamment une responsable administrative et tout un département administratif qui aujourd'hui les accompagne à trouver des métiers en adéquation avec leur métier de footballeuse pour qu'elles puissent partager leur temps. On a parlé tout à l'heure au plus jeune âge de l'évolution de l'adolescence des jeunes filles. Quand on est plus grande, il y a d'autres sujets qui peuvent arriver, notamment un sujet peut-être le plus beau, celui de la maternité. Et on a eu un exemple en équipe de France, Hamida, vous le connaissez par cœur, cet exemple, c'est celui d'Amel Majri, internationale française. Marraine de l'association. Marraine de l'association, qui a eu un enfant, qui a retrouvé le plus haut niveau, et pas seulement le plus haut niveau en club, le plus haut niveau tout court. C'est le premier exemple, me semble-t-il, en France, pour une joueuse de ce niveau-là. C'est ça, Amel est aujourd'hui le premier exemple en France, parce qu'on a vu qu'à l'étranger, on a des femmes comme Alex Morgan.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Amel, elle a eu sa blessure des croisés et elle a pris conscience en fait que elle pouvait aussi devenir maman en étant joueuse de football. Après, on va pas se mentir, l'accompagnement qu'a eu l'Olympique Lyonnais avec elle, et notamment l'équipe de France, a aussi facilité ça, parce qu'aujourd'hui, Amel, elle peut faire les déplacements avec sa fille et la personne qui est la nounou de sa fille quand elle joue. Et c'est pas tous les clubs qui peuvent se permettre ça, parce que déjà, c'est un coût financier, c'est pas donné à tout le monde, mais aujourd'hui, on l'a vu, elle est partie faire la Coupe du Monde avec sa fille. Je pense que c'est l'une des plus belles choses quand on est footballeuse et maman. Aujourd'hui, c'est possible et je pense qu'elle a donné, entre guillemets, l'exemple à toutes ces jeunes joueuses de football en se disant qu'elles peuvent être maman et joueuses de football professionnelles. Pauline, dernière question avec vous. Est-ce que vous avez espoir positif pour l'avenir? Et si oui, qu'est-ce qui vous donne espoir pour l'évolution de la pratique des filles au football? Bien sûr, je suis à tous les âges. Ouais, bien sûr, je suis optimiste parce que déjà quand je vois tout le progrès qu'il y a eu, parce que je tape du poing sur la table et tout, je suis toujours un peu celle qui crie, mais en fait, moi quand j'ai commencé le foot, il n'y avait juste pas de section féminine autour de chez moi et j'ai dû arrêter à 13 ans. Donc en fait, déjà, il y a beaucoup de sections féminines, donc c'est super, il y a déjà des clubs. Et puis pour faire tout ce qu'on fait, on a intérêt d'être optimiste parce que sinon, en fait, faut tout de suite arrêter ce qu'on fait, quoi. C'est qu'on n'y croit pas. Moi, ce qui me pousse à être optimiste, c'est tout ça, tout ce monde-là. En fait, je me dis, aujourd'hui, on est réunis, c'est des personnes qui veulent être acteurs et actrices du changement. Et donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui prennent en main le sujet. S'il y avait personne pour s'en soucier, je me dirais, bon, on va pas réussir. Mais là, quand je vois toutes ces belles personnes qui regardent dans la même direction, je me dis que l'avenir peut être radieux à condition de beaucoup travailler et parfois un peu de secouer les gens, je pense. On va compter sur vous pour la secouer. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.